Voilà, bienvenue platistes, globistes et autres personnes. Sceptiques curieux. Fallait la trouver celle-là. Aujourd'hui, on va parler de choses sur la transmission à travers l'Atlantique. Entre l'Europe et l'Atlantique, il y a déjà eu des transmissions radio avant que les satellites étaient là, donc c'est un sujet intéressant. J'ai plusieurs articles sur des événements qui sont arrivés. On va voir aussi un platiste qui rencontre des physiciens à l'université. Il leur pose certaines questions après une conférence, c'est intéressant. Puis on aura le fil d'actualité. Le numéro 4, ça sera pour la fin. Pour l'instant. On va passer à ces scientifiques. Il pose une question après une conférence. On verra ça en détail après. So I've been experimental evidence. So that's experiment. What's the independent variable in that experiment? Okay, I mean you can drop things in the vacuum. Talking about an ideal gas expanding against a vacuum. A vacuum is there's a zero medium, so everything's equally more dense. Drop objects. Talking about an ideal gas expanding against a vacuum. You just take a room, evacuate the air, and drop things, and then they all fall the same. Gas expanding against a vacuum. Is that demonstrable? I'm not sure. Let's say I have a pressurized shoebox inside of a vacuum. I poke a hole inside that shoebox. Is there any way to demonstrate air not going into the vacuum and staying inside the box? I don't think so. I think you're absolutely right. If you poke a hole, it will go. No, I can't. The second law of thermodynamics stipulates that you can't have a gas pressure system in the midst of a vacuum. Like a high pressure always goes to low pressure. Yes, that's true. So it has pressure and it just goes out into the vacuum. Un scientifique renommé où le platiste lui pose finalement la question sur le vide. Est-ce qu'il peut y avoir le vide, l'atmosphère terrestre à côté du vide sans qu'il y ait un obstacle? Il lui demande comment c'est possible, il va lui parler de gravité. Et très important, après, il fait l'exemple de la chaussure, la boîte de chaussures dans laquelle on aurait mis du gaz, on aurait mis cette boîte de chaussures fermée à l'intérieur d'un vide imaginaire, c'est pour simplifier les choses. Et si on aurait fait un trou, le gaz serait sorti. Il dit oui, le gaz serait sorti. Mais alors comment est possible? C'est là où on le feinte, où il n'arrive pas à donner la réponse. Comment est-ce possible que ça soit la gravité qui maintienne l'oxygène, l'atmosphère sur la Terre et qu'elle ne va pas dans le vide, alors que si je mets simplement un peu de gaz dans une boîte, je suis plus proche du sol, donc la gravité est plus grande, comment ça se fait que le gaz va partir dans le vide? Et lui, il est d'accord sur le résultat de l'expérience. Si on mettait une boîte avec du gaz dans le vide, le vide automatiquement prendrait le gaz. Il va se déverser dans le vide. C'est comme ça que ça fonctionne.
Donc, il n'y a aucune barrière entre l'atmosphère et le vide. C'est là où il y a le problème. Si on regarde, c'est l'implosion du wagon-citerne 760. lorsqu'on fait le vide. Gewonnen hat Jakob der Hinch. Là, on repère qu'il y a une barrière, c'est le wagon. Entre le vide et l'atmosphère, il y a une barrière. Ce que fait les lois naturelles, c'est que le vide, la nature a horreur du vide. Tout de suite, il essaye 760. de le remplir. Gewonnen hat Jakob der Hinch. Est-ce que ça donne avec une barrière? Ça, c'est pour dire que c'était une vraie vidéo. Gewonnen hat Jakob der Hinch. Salut les chouchous, alors petite épée de chimie aujourd'hui. Venir écraser la... Voilà, encore ce que ça donne. La différence de pression. Et là, nous avons une barrière. Alors que le modèle globiste nous dit qu'il n'y a pas de barrière entre l'atmosphère et le vide. On repart. On repart avec nos scientifiques. Il y en a plusieurs comme ça. Okay, because the refraction is not exactly where it's at, and it's moving. So you got an accelerated cough. No, but we would be better at it. I mean, as much as we've learned, listen to these nutcases come here. C'est aussi le docteur Just say what they say to normal Faulkner. people. Normal people would say we were nutcases. Yeah, I think people that first encounter flat Earth, they all say, "Well, I once believed that it was a stupid idea, but I tried to refute it and I couldn't." Well, that's because you didn't go to the right sources. You went on the internet and you heard these arguments from flat earthers that you couldn't answer. Yeah. That's because you didn't know the answers. I know the answers. I haven't encountered an argument yet I couldn't refute. Regardez ce qu'il dit sur les platistes. And you heard these arguments from flat earthers that you couldn't answer. Yeah. That it was a stupid idea, but I tried to refute it. C'est une idée stupide. Il y a des gens qui lui disent, mais j'ai essayé de le réfuter, je pouvais pas. Ben, c'est parce que tu n'es pas allé aux bonnes sources. Vous êtes allé sur Internet et vous avez entendu des arguments de platistes auxquels vous ne pouviez pas répondre. Ouais. C'est parce que vous ne connaissiez pas
les réponses, je connais les réponses, je n'ai pas encore rencontré d'argument que je ne pouvais pas réfuter. C'est ce qu'il dit. Et là maintenant, on a le platiste qu'il a rencontré après une conférence et qui va lui poser une question. Comment avez-vous une pression de gaz sans récipient? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les wagons. Même quand il y a quelque chose qui divise, qui sépare le vide de l'atmosphère, il y a quand même ça marche pas, c'est pas suffisant. Alors comment c'est possible s'il n'y a rien avec le modèle globiste entre l'atmosphère terrestre et le vide sidéral qu'ils appellent? Comment il peut y avoir de la pression de gaz dans le vide? Nothing. Il dit rien. Danny Faulkner, PhD astrophysicist. So it's true to say you can't have gas pressure in the midst of a vacuum without a solid container. C'était la question par rapport à la Gas Terre. pressure without a container. Comment peut-il y avoir une pression de gaz sans récipient? Et les maîtres à penser globistes que voici, ça c'est des maîtres à penser globistes, puisqu'ils ont toutes les attestations qu'il faut pour pouvoir parler. Un platiste va le rencontrer et lui pose une question basique et il n'y a aucune réponse. Comment la gravité qui est plus forte au sol qu'à quelques kilomètres d'altitude ne peut pas retenir du gaz dans un conteneur dans le vide, alors qu'elle pourrait, selon leur modèle, le faire avec le globe et le vide. Faulkner, PhD astrophysicist. So it's true to say you can't have gas pressure in the midst of a vacuum without a solid container. Yes. I mean, there are times I've said things to normal people, like normies, who, you know, I tell them what the response is for the people we debate, like the anti-flat earthers and overs that can't stand us. And some of those things they'll say, nah, people aren't saying that. That's not one of the reasons. That's not an excuse. Perfect example. Why does a helium balloon go up? Oh, because the air around it is being forced down, forcing that balloon up. And it's like, when I've told people that that's a response, they look at me like, nah, people don't say that to you. Let me try. I'm like, you have no idea. Yeah, go ahead. Yeah, let me try one. Hey, Chocolate, see that coffee cup right there? That right now is moving. It's accelerating. I know you can't see it, but this is what science has taught us. So when you go to grab it, make sure you anticipate where it's going to be, okay? Because the refraction, it's not exactly where it's at, and it's moving. So you got an accelerated coffee drink right there. What's the timestamp on this video, Eli? 7 minutes. Mr. Bhattacharya, your doctor, Yes. recommended, so I've come to What evidence there is for gravity? in the experimental. That's distinct from the effects of density and buoyancy in the medium. The fact that planets move around, there are lots of evidence. So I've been experimental evidence. So That's experiment. what's the independent variable in that experiment? Okay, I guess you could look at different Or control. samples. I mean, you can drop things in the vacuum. So things are more dense than zero. I mean, so the vacuum is there's a zero medium, so everything's You can equally drop, more dense. Objects. That's You just take a room, Yeah. evacuate the air, and drop Right. things, and then they all fall the same. equally more dense than nothing, right? They're both equally. So that's distinct from the effects of density and buoyancy. Yeah. So gravity is a force that's irrelevant. It has nothing to do with density and buoyancy, right? It Yes. exists there whether or not. Yes, Right. So when things fall in a medium, Yes. it's because they're equally more dense than nothing. In a vacuum, they're equally more dense than nothing. That's why they fall at the same rate. So the question is more as distinct from the effects of density and buoyancy. Yeah. If the answer, if no, that's fine too. I'm not sure I can add more than I said. Then the second question is, so your cosmology depends upon. So the second law of thermodynamics stipulates that you can't have a gas pressure system in the midst of a vacuum. Like a high pressure always goes to low pressure. Yes, that's true. So
the cosmology hasn't been brought up within the field of cosmology that the heliocentric cosmology depends upon a violation of the second law of thermodynamics. What in is order- heliocentric? What is it? The heliocentric model being Around the Earth? heliocentric means, or let's say the cosmological model assumed within the parameters of the general relativity theory, whatever you decide is the center of the universe. But normally you have gas composed stars in the middle of a vacuum. So Yeah, so yes, you're right. So if you have gas, it would expand into the vacuum. Absolutely. So do you know of any demonstrations of gas pressure in the middle of a vacuum without a solid barrier between the two? No. So would it be true to say that the cosmological model that underpins the assumptions of the popular cosmology, whatever it is, depends upon a violation of the second law of thermodynamics, which is No, not because demonstrated? there is no. It's not like we're putting. First, the universe doesn't have a center, Well, yeah, sure. Whether center or not. and it's uniformly filled with radiation. So it's already equilibrated. So the gas has distributed itself throughout all of the volume of the universe. Okay, so is that possible to demonstrate, let's say, gas pressure adjacent to a vacuum without a barrier between the two? Is that demonstrable in any way? I'm not sure. Let's say I have a pressurized shoebox inside of a vacuum. I poke a hole inside that shoebox. Is there any way to demonstrate air not going into the vacuum and staying inside the box, as opposed to? I don't think so. I think you're absolutely right. If you poke a hole, it will go out. I can't think of, unless you just put the shoe inside a very dense, much denser gas or something like that. That would Put it not be inside right. like in water or something. I don't know. So it's true to say you can't have gas pressure in the midst of a vacuum without a solid container. Yes, Okay, so how is it the case that we have atmosphere on Earth without a solid container? because it's attracted to the Earth. Via gravity, By right? the gravity. But why doesn't gravity hold air in the shoebox? Because the shoe doesn't have enough gravity. The Earth presumably does. Earth has a lot of gravity, The Earth and is inside. the shoe doesn't. So why doesn't Earth's gravity hold the air inside the box? Because, sorry, Why doesn't Earth's gravity hold the air inside of the shoebox, which is in the midst of a vacuum? because the gas has pressure. So it has pressure and it just. It just goes out into the vacuum. Sorry, I'm just saying. I have people waiting and I need to go. All right. Il dit qu'il n'a pas le temps. I was really good. Il échappe la question. Il y a un moment donné où il parle que c'est la chaussure qui n'a pas une assez grande attraction. Il n'y a aucune réponse qui donne à cette question simple. Désolé pour le problème, ça tourne pas bien. Throughout all of the volume of the universe. Okay, so is that possible to demonstrate, let's say, gas pressure adjacent to a vacuum without a barrier between the two? Is that demonstrable in any way? I'm not sure. Let's say I have a pressurized shoebox inside of a vacuum. I poke a hole inside that shoebox. Is there any way to demonstrate air not going into the vacuum and staying inside the box, as opposed to? I don't think so. I think you're absolutely right. If you poke a hole, it will go out. I can't think of, unless you just put the shoe inside a very dense, much denser gas or something like that. Put it inside, like in water or something. I don't know. So it's true to say you can't have gas pressure in the midst of a vacuum without a solid container. Yes, Okay, so how is it the case that we have atmosphere on Earth without a solid container? because it's attracted to the Earth. Via gravity, By right? the gravity. But why doesn't gravity hold air in the shoebox? Because the shoe doesn't have enough gravity.
The Earth presumably does. Earth has a lot of gravity. The Earth is The shoe, inside. and the shoe doesn't. So why doesn't Earth's gravity hold the vacuum, the air inside the box? Because, sorry, Why doesn't Earth's gravity hold the air inside of the shoebox, which is in the midst of a vacuum? because the gas has pressure. So it has pressure and it just goes out into the vacuum. Sorry, I'm just saying. I have people waiting and I need to go. All right. Voilà où on en est. Là, je vois pas ce que les globistes peuvent dire. Il n'y a pas, la gravité ne fonctionne pas, ils n'ont aucune explication, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est comme ça qu'on va avoir des physiciens ou des personnes qui font des conférences, des astronomes, de ces gens. On va pas parler de la Terre plate directement, on va leur parler d'un point crucial dans leur théorie, un point, si on arrive à l'embrécher, à le décimer, tout le reste de la théorie tombe. Parce que si on commence à parler de la Terre plate, on en a pour des heures. Eux vont nous présenter leurs thèses, nous on va présenter nos contre-thèses, on va devoir faire des tests de chacune des thèses, et il y en a pour 4 à 5 ans de discussion. Là, le platiste, de toute manière, on sait très bien que ces personnes, on peut pas les approcher facilement comme ça. Il a sauté l'occasion de conférences qu'ils ont fait où c'est qu'il a pu aller les voir et les interpeller durant les fins de la conférence. Il y a quelques minutes, il savait très bien qu'il avait quelques minutes, il a posé directement une question simple et qui n'a pas pu avoir de réponse. Donc là, les globistes, je sais pas, il faut trouver une réponse. Là, c'est vraiment niqué pour eux. Maintenant, les transmissions. Il y a eu plusieurs transmissions qui ont été faites entre l'Europe et l'Amérique, des transmissions transatlantiques. On a cette histoire ici. Ça, c'était la parole, ça, c'était la deuxième. Non, ça c'est juste, on va passer par le son avant de passer par la parole. Première transmission radio envoyée à travers l'océan Atlantique. C'est sur le site de history.com. Physicien italien et pionnier de la radio, Guglielmo Marconi. J'en viens à ce sujet des transmissions d'il y a un siècle avec à travers l'Atlantique, pour la simple et bonne raison que ça touche aux satellites. On a des câbles sous-marins pour transporter les informations et on n'a pas de satellite, on a des réflexions. On a des réflexions sur le dôme où il y a l'émission et le retour comme c'est réfléchi sur un miroir. Et ensuite, on va pouvoir, avec un récepteur, remoduler et avoir l'information. Il y avait des transmissions radio avant les satellites et avant même le câblage. C'est ce qu'on voit ici. C'est la première retransmission qui a traversé l'Atlantique. C'est le physicien italien, donc Guglielmo Marconi, réussit à envoyer la première transmission radio à travers l'océan Atlantique, réfutant les détracteurs qui lui disaient que la courbure de la Terre limiterait la retransmission à 900 miles au moins. Les rétracteurs donnaient une distance
maximale à partir de laquelle, à cause de la courbure, le message ne serait pas reçu. Je ne sais pas quel angle ils sont en train de parler là. Parce que si on met à l'horizontale et il y aurait une courbure, ça partirait en l'air. Et eux, ces détracteurs-là, ils voyaient que la retransmission allait descendre. Ça serait une réfraction en descente de l'émission radio et qui permettrait seulement d'atteindre 200 miles à partir duquel la courbure, étant donné que le faisceau s'est craché par terre, c'est normal que là, on peut parler de courbure, on va parler de la Terre ou de faisceau qui se crache. Mais s'il ne se crache pas, le faisceau, il doit rester en parallèle. Si la Terre est plate ou bien montée, disons, si la Terre est un globe. Donc, il y avait des réfractaires à Guglielmo Marconi qui lui disaient que ça irait qu'à 200 miles. Le message, simplement le signal de code Morse pour la lettre S, a parcouru plus de 2000 miles de Poldhu à Cornwall en Angleterre, à Terre-Neuve au Canada. Né à Bologne, en Italie, en 1874, d'un père italien et d'une mère irlandaise, Marconi étudie la physique et s'intéresse à la transmission des ondes radio après avoir pris connaissance des expériences du physicien allemand Heinrich Hertz. Il a commencé ses propres expériences à Bologne à partir de 1894 et a rapidement réussi à envoyer un signal radio sur une distance de 1,5 miles. Bon, c'est assez grand. Peu encouragé par ses expériences en Italie, il se rendit en Angleterre en 1896. Il forma une société de télégraphie sans fil et envoya bientôt des transmissions à des distances supérieures à 10 miles. En 1899, il réussit à envoyer une transmission à travers la Manche. Cette année-là, il a également équipé 2 navires américains pour se rendre à New York sur les progrès de la course du yacht de l'America's Cup pour un journal. Cette entreprise réussit à susciter un intérêt généralisé pour Marconi et sa société de téléphone sans fil. Il pouvait communiquer pour un journal. La plus grande réalisation de Marconi est survenue le 12 décembre 1901, lorsqu'il a reçu un message envoyé d'Angleterre à St. John's, Terre-Neuve. La transmission transatlantique lui a valu une renommée mondiale. Ironiquement, les détracteurs du projet avaient raison lorsqu'ils déclaraient que les ondes radio ne suivraient pas la courbure de la Terre, comme le croyait Marconi. Marconi prépare son expérience en pensant que les ondes radio suivraient la courbure de la Terre. Mais les détracteurs, ils disaient non, ça ne va pas suivre la courbure de la Terre. C'était un débat il y a 100 ans, cette histoire. En fait, le signal radio transatlantique de Marconi s'était dirigé vers l'espace lorsqu'il a été réfléchi par la ionosphère et a rebondi vers le Canada. On a ici un exemple qui a 100 ans, le signal radio rebondissait. Eux, ils parlent de ionosphère, pourquoi pas, on pourra parler du dôme. Il restait beaucoup à apprendre sur les lois de l'onde radio et le rôle de l'atmosphère dans les transmissions radio. On n'en sait pas beaucoup sur ces réflexions qui sont à plusieurs kilomètres de haut. Et là-dessus, depuis 100 ans, ils ont fait beaucoup de progrès, ce qui a pu permettre à ces gens de retransmettre et faire croire que des satellites existaient, mais qu'il s'agit en fait de cette technologie qui a été améliorée. Et Marconi continuerait à jouer un rôle de premier plan dans les découvertes et innovations radio au cours des 3 prochaines décennies. En 1909, il reçoit conjointement le prix Nobel de physique avec l'innovateur radio allemand Ferdinand Braun. Après avoir réussi à envoyer des transmissions radio depuis des points aussi éloignés que l'Angleterre et l'Australie, Marconi a consacré son énergie à expérimenter des ondes radio plus courtes et plus puissantes, aussi éloignées que l'Angleterre et l'Australie. Il a
Il a traversé le monde avec ses ondes, ses rebonds. Il mourut en 1837 et le jour de ses funérailles, toutes les stations de la British Broadcast Corporation, BBC, restèrent silencieuses pendant 2 minutes en hommage à ses contributions au développement de la radio. Il a envoyé plusieurs messages à travers le monde à des grandes distances à l'époque où les satellites n'existaient pas. On a simplement des histoires de rebonds. Les détracteurs, au début, ont l'air d'avoir plus ou moins changé d'avis. Là, ça serait à 200 miles qu'ils pensaient que la courbure, elle limiterait. Je comprends vraiment pas dans quel sens elle limiterait, puisque selon eux, qui sont globistes, ils partiraient dans l'espace. Et à la fin, par contre, alors eux, ils partent dans l'espace, elle n'a pas suivi la courbure, comme ces gens avaient pensé. Ça a été donc, pour l'expérience de Marconi, c'était pas prévu qu'il y aurait ce rebond. Pourtant, là, il y a eu réception de l'autre côté. Alors, il cherchait vraiment dans tous les degrés, partout, dans tous les sens, ce message qui est arrivé par le plus grand des hasards. Et moi, c'est là où je dis que ce n'est pas un hasard, parce que Marconi savait très bien qu'il cherchait le rebond. Et aujourd'hui, quand on relit cette histoire, elle est présentée telle qu'elle sur history.com. Cette histoire, on la trouve ailleurs. On la trouve dans des articles plus anciens. Complet. Il y a toute l'expérience ici, les explications de ce premier renvoi d'informations à travers l'Atlantique. On voit ici les antennes en 1901. Il y a beaucoup d'explications sur les fréquences, les technologies utilisées, la technologie de l'émetteur, c'est toute sa théorie, la technologie du récepteur. Les premières expériences transatlantiques qu'on a parlé avec le code Morse S, qui a été envoyé à des grandes distances. Là, on pouvait voir que Marconi retourne en Angleterre sur le ISS Philadelphia, utilisa une antenne embarquée accordée. Il reçut des signaux en utilisant ces dépôts cohérents du même expéditeur jusqu'à des distances de 1120 km et 2500 km la nuit. Il pouvait encore obtenir une réception. Il y a eu donc c'est l'expérience qu'on a vue de Paul Du sur tout à l'heure sur la chaîne, sur le site history.com. Mais donc, j'ai tout lu pour vous, tout ce qu'il y a ici. Il n'y a aucune fois qui est parlé d'un rebond entre l'émetteur et le récepteur. La transmission dans l'air n'est pas abordée dans cet article-là. On est encore mieux renseigné, au moins on a quelques petits détails qu'on peut débunker quand on est sur history.com. Et history.com est plus nouveau, il veut absolument prouver qu'on est sur un globe. Ils ont vu qu'il y avait encore du travail pour l'éducation du peuple. Alors maintenant, ils vont parler globe. Il y a un autre article. Cette fois, c'est pour la parole. La parole a traversé l'Atlantique pour la première fois il y a 100 ans cette semaine.
Ah si, ça c'est équipement de radiodiffusion téléphonique au début du XXe siècle. 1900, 1910, on émettait avec des trucs pareils. Des ouvertures pour le casque, il y aura bien entendu le volume à quelque part. On dirait des ampoules pour parler, je sais pas. Il faudrait faire qu'on nous fasse une démonstration comment ça marchait. Il y a Saint-Olmont, bonjour, prononcé Arlington, VA a été entendu à Paris. C'est une diffusion qui a été faite entre les États-Unis et Paris. Le mot provient des vibrations des cordes vocales de Monsieur B.B. Webb, ingénieur à la station de la radio d'Arlington. Ce son est passé par les lèvres de Webb, a traversé l'espace aérien de Virginie et entré dans un embout radio. Là, il a été converti en ondes électromagnétiques et à ce moment-là, le 21 octobre 2015, la parole humaine a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, traverser l'Atlantique. Du côté européen, une antenne au sommet de la Tour Eiffel a capté les ondes radio. 2 ingénieurs de l'American Telephone and Telegraph Company, AT&T, postés au récepteur qui démodulait les informations des signaux en audio, ont entendu la voix de Webb du côté parisien. Les 2 ingénieurs étaient H.E. Shreve et I.M. Curtis, qui ont rapporté qu'ils pouvaient également entendre d'autres phrases de Webb, se terminant par « Au revoir, Shreve ». Il lui parlait. Cette nuit-là, le président de l'American Telephone and Telegraph Company, Taylor Weil, a envoyé une dépêche disant « La conférence de Washington ce matin, entendue à la fois à Paris et à Honolulu, établit comme un fait que dans des conditions atmosphériques et électriques favorables, avec un équipement approprié que les ingénieurs de l'American Telephone and Telegraph Company ont mis au point, nous pourrons poursuivre la conversation entre New York et des points européens ainsi que vers la côte ouest et des points de l'autre côté de l'océan Pacifique. » En 1915, l'appel téléphonique n'était pas particulièrement nouveau. Le célèbre premier appel téléphonique d'Alexander Graham Bell avait eu lieu en 1876 à l'aide d'un émetteur liquide et d'un récepteur électromagnétique. Et le premier appel téléphonique sans fil a eu lieu 4 ans plus tard. La parole parcourant plus de 213 mètres jusqu'au laboratoire de Bell. On est en 1880. La transmission de la parole à Paris a été possible car l'ingénieur et concepteur de la tour Alexandre Gustave Eiffel a voulu garder utile la tour qui portait son nom. Ainsi, il a apposé une antenne au sommet en 1898 afin que les gens puissent mener des expériences de télégraphie sans fil. La ville a par la suite refinancé la tour plutôt que de la démonter pour la ferraille. Il a utilisé à des fins d'amélioration de la radio la tour Eiffel. C'était un prétexte, une excuse envers l'État pour qu'on laisse sa tour debout. Après les grandes expositions, les foires mondiales et internationales qu'il y a eu au début du 19e siècle, début du 20e siècle, tous ces monuments qui étaient construits durant la durée de vie de l'exposition étaient ensuite détruits. Donc, il y avait de fortes chances que la tour Eiffel le soit aussi. Gustave Eiffel le savait très bien. Il a mis donc une antenne en haut pour qu'il y ait une utilité à ce qu'elle reste sur pattes. Paris et Arlington avaient échangé des signaux sans fil pour la première fois 2 ans plus tôt, en 1913, pour mesurer la différence de longitude entre les 2 villes. Après la transmission de la parole en 1915, il faudra alors plus de 11 ans pour que le premier appel transatlantique bidirectionnel ait lieu entre New York et Londres. On pouvait répondre bidirectionnel, un aller avec la question, un retour avec la réponse. Bien sûr, la transmission de la parole a parcouru un long chemin au cours des 100 dernières années. Les appels radio se sont finalement transformés en systèmes de radiophonie mobile qui ont cédé la place au système cellulaire, puis au réseau cellulaire numérique et à la technologie permettant aujourd'hui des appels téléphoniques cellulaires.
C'était les débuts. Ici, on ne nous parle absolument pas de courbure. On ne nous parle pas comment cette parole a pu être transmise entre Paris et puis l'Amérique et puis la France. On ne nous parle pas du tout de ça. C'est un article qui a quand même... « 2015 ». C'est vraiment un nouvel article. On ne parle pas de ça. Ok, maintenant, on va passer au fil d'actualité. Qu'est-ce qui se trame là? Il se trame toujours quelque chose dans la 4e dimension. La Twilight Zone, la Terre plate. On a des preuves de tout ce qu'on dit. Il faut simplement, maintenant, que le mainstream ouvre un peu son esprit. Voilà. Yeah. C'est quoi les news? Je vais mettre ça en guise de pause, là. On va voir juste après. Sur TikTok, il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos qui sont avec la Terre plate. C'est des vidéos qui ont des milliers de vues. C'est des gens qui n'ont rien de spécifique, qui n'avaient pas l'habitude de parler de la Terre plate, mais qui s'ouvrent. Et c'est quand même un réseau chinois qui promouvoit. C'est pas shadow banné. On n'a pas de difficulté à transmettre ce genre d'informations sur les réseaux chinois. Alors, regarde ça un moment. Hi, ladies. How you doing? I want to kill you. Oh, yeah. Take a number, honey. Here we go again. Never takes pictures of the South Pole directly above your. It's going this way because the sun is at the equator. Ça, c'est hyper intéressant. So the sun doesn't go directly above your head. It does this art. It does a curve. Il y a un bon dessin 3D, animation 3D. One more time. On va voir Polaris. That's exactly what is happening. Okay. Let's change latitudes now. Let's go to the North Pole. If you go to the North Pole, the North Star. La personne, elle se trouve au pôle Nord. Elle est au-dessus de Polaris. Et ça fait un tour, les étoiles tournent autour de Polaris, comme on voit régulièrement sur les time-lapse, avec les Star Trek. La personne, quand elle avance, elle recule, elle s'approche, ça c'est le Cancer. Avant l'équateur, elle est encore penchée pour la vision de Polaris. Au tropique du Cancer, voilà. So if this is the latitude of 45 degrees, because if the equator is here, this black line, that's 0 degrees. That's 45, which is right in the middle of 0 and 90 degrees. Okay? So the 45-degree parallel, the North Star is visible 45 degrees. The North Star would be here. Okay? So if you're at 90 degree north, the North Star is 90 degrees above your head. 40 degree, then it's 45 degrees above your head. Now, if you're at the equator, the North Star would be directly 90 degrees. You wouldn't even be able to see the North Star if you go past the equator.
Il dit simplement que là, comme il a avancé, c'est ce que je disais, là, il était au-dessus de sa tête, et là, il y a des degrés. Plus tu t'éloignes du pôle Nord, plus l'étoile polaire apparaîtra avec un peu de degrés par rapport au sol, jusqu'à disparaître une fois qu'on aura passé l'équateur. See? Watch, I'm gonna show you. But first, you're gonna see how it looks. See, now it arches. It's going this way because the sun is at the equator, but you're not at the equator. So the sun doesn't go directly above your head. It does this arc. It does a curve instead of a straight line. So the sun would never do a straight line at the North Pole. It would always go around you, and the sun would never do a straight line going above your head. The sun would always be turning at the horizon at the North Pole. So the sun never sets in Sweden and Scandinavia during the summer. It keeps going around the horizon, and it's never above the head or below the horizon. It's at the horizon. Sometimes it's twilight, where the sun is below the horizon. But even though it's below the horizon, you still get light because it's on a ball. Well, peep this out, guys. This is very interesting here. Il a expliqué maintenant où le tour, l'orbite du Soleil, et puis où elle est apparente, plus on s'éloigne. Au bout d'un moment, on verra plus le Soleil. Look what happens when we go past the equator and we go to the South Pole. Boom. The South Pole is near the horizon. It's never above your zenith. And unless you go to the South Wall. Ici, on serait au pôle sud, donc il y aurait l'étoile le sud. C'est comme ça serait Polaris au sud. L'étoile du sud, elle sera 90, juste au-dessus de nos têtes. Si on pouvait aller sur le pourtour qui est le sud, mais ce pourtour il est quand même grand, donc là on serait avec un problème, et de plus on ne nous laisse pas aller sur cette partie du monde avec le traité transatlantique. Personne ne peut voir les Star Trails du Sud, le time-lapse, juste au-dessus, quand on est juste en perpendiculaire. Là, il n'y a que les militaires qui pourraient y aller. Et puis quand on avance, on voit le degré qui modifie et elle sera plus ou moins élevée dans le ciel. Une fois qu'on a passé l'équateur, on réapparaît avec Polaris, l'étoile du Nord. Ok, donc on a des personnes comme ça qui parlent sur Twitter, sur TikTok. Moi, je suis sur Twitter. C'est intéressant ce diagramme en 3D. Là, on a une personne, un jeune. Ok. It would heat you up, meaning your mountains would be hotter than them. But many of the people have Stockholm Syndrome, and they're not ready to admit that the government is, in fact, lying to them. Those people absolutely are responsible for keeping the suffering system going. So if you are out there defending the globe for whatever reason, you are responsible for cancer. You are the reason why children are going to bed hungry. Also, you can chase balls in space. Get real. It's actually pretty pathetic to see some of you grown men chasing these space balls you're never going to get a ride on. Please. Les commentaires n'engagent que lui. Elle a encore du TikTok. Ah ouais, avec c'est une jeune. Elle aborde assez de sujets à une vidéo où quand on les met bout à bout, on arrive quand même à 13 minutes 48. Alors des informations, une façon de présenter les choses différentes. Voilà, plein de vues. Le camion, le wagon citerne qui saute. On l'a aussi là. Comment il y a la combinaison d'un astronaute pourrait-elle compenser les pressions énormes qu'il y a entre le vide et la pression, ce qu'il y a dans sa combinaison, l'oxygène et puis tout, alors que l'épaisseur d'un wagon n'est pas suffisant.
Mais le wagon, là, il implose sur lui, le vide est à l'intérieur. C'est la différence qu'il y a avec l'astronaute où le vide est à l'extérieur. En attendant, on s'attend à ce que le vide explose. Cette personne, elle exploserait purement et simplement. Ces étoiles sont réelles. Combien de fois on l'a vu? C'est au P900, P1000. Jupiter, Saturne, on le voit régulièrement comme ça. C'est sûr que Saturne a des anneaux. On a des images d'amateurs qu'on ne peut pas remettre en cause. Ces images-là non plus. Il y a trop de photos faites avec ces appareils qui nous donnent les étoiles avec ces apparences-là. Vraiment des couleurs spécifiques. Il y a encore des tests à faire là-dessus. Moi-même, j'ai mon objectif. J'ai pas encore réussi à obtenir quelque chose comme ça, par moi-même. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup d'images qui tournent comme ça sur le net, qui représentent des étoiles. Très joli, merveilleux. On pourrait penser que devant, il y a comme de l'eau. C'est ce qu'avant certaines personnes, une des preuves pour les eaux d'en haut. Mais aussi, lorsqu'on arrive à des grandes distances où on regarde, il y a des déformations. Est-ce que ça ne serait pas simplement une déformation? Comme si on regarde avec le soleil sur la route, il y a des déformations, des petites réfractions. Est-ce que ça ne serait pas ça? Ici, il y a des preuves sur on voit trop loin, la courbure n'est pas apparente. Alors ici, on a des photos avec des calculs de courbure. Et les immeubles que l'on peut voir dans les distances, ce qui est bien, c'est quand le soleil va se coucher, il fait de l'ombre à la ville, elle apparaît bien. Et ça, c'est pas toutes les périodes de l'année qu'on peut avoir un alignement comme ça. Et ben, durant ces alignements, on peut voir que les immeubles, même les plus hauts immeubles, devraient être cachés et ils sont bel et bien visibles. C'est là où on pose les principales questions. Il y a aussi par rapport, si la Terre était un globe, la réfraction, l'image du Soleil, elle ne pourrait pas rester droite. Ça montre que c'est droit, sinon il y aurait une courbure et il y aurait un arrêt de son reflet dans l'eau. C'est encore une autre preuve. On voit trop loin sur la Terre par rapport à ce que nous raconte le narratif. Ici, c'est des images, toujours la même chose, où quand on prend les lunettes et on commence à voir un peu la réalité, que tout ceci est un business, et puis celui qui veut adhérer à ce business, il y adhère, et celui qui veut pas, qu'on le laisse ne pas y adhérer, qu'on donne plusieurs courants et de l'argent pour prouver les dires de chacun. Ici, il faut absolument aller sur Mars, il faut toujours donner de la nouveauté. Il faut des robots qui vont sur Mars. On va petit à petit, gentiment, faire monter la vapeur. Bientôt, on en verra des hommes. Vous inquiétez pas, pour l'instant, on a des robots. Tout ce qu'on voit, c'est du CGI ou des photos du rouge. On voit du rouge et puis ils nous ramènent ça à des milliers de dollars que ça nous coûte. Et puis, on peut remarquer que, de toute manière, c'est la même apparence qu'on peut avoir où c'est qu'ils font leurs tests au Canada, à Devon Island. Des images vraiment que j'avais pas encore vues, c'est Apollo 15. Il balance en l'air quelque chose et regardez comment il se rattrape de la chute. Il est tenu par des fils là. Pourquoi il balance ça en l'air? Il perd pied, il est retenu, il remonte et revient. Imaginez sur l'espace une petite écorchure à son
à sa combinaison, et là, c'est sûr qu'il est mort. De toute façon, même le mainstream est d'accord. Mais nous, on dit que la combinaison n'est pas assez solide pour tenir le vide. C'est beaucoup trop dangereux. Les tests qu'on avait pu voir dans les années 60 dans des chambres à vide, elles sont terminées catastrophiquement. Les chambres, pourquoi ils font tout leur entraînement, la NASA, à l'intérieur de piscines, alors qu'ils ont la chambre à vide que j'avais montré dans le live des samedis platistes avec Tolga et Dunk Illuminati. Ils utilisent voilà, j'utilise plein de merde, quoi. Non, mais c'est vrai. Le mec, il balance son truc, il y a un câble qui le retient. C'est des images de la Lune, j'avais jamais vu ça. Oh là, putain. Là, c'est énervant ce qu'il me fait, ce machin. Ok. Ah, les fisheye lens contre normal lens. C'est des distorsions réenlevées. De toute façon, avec les images, on va pas pouvoir convaincre des globistes parce que on pourrait aussi remettre avec des dispositifs de trucage vidéo, s'il y avait une courbure, on pourrait enlever la courbure. Alors, nous, on n'a pas confiance aux images de la NASA. Comment maintenant, c'est les gens qui sont globistes, pourquoi nous ferait-ils confiance plus à nous? C'est à eux de nous connaître. On n'a pas d'argent à gagner. Quand on enlève la distorsion, il semblerait que c'est droit. Il y a des effets comme ça, des effets vidéo, il y en a partout. Le contrôle, la perception, et tu contrôles la réalité. Débranche le signal et réclame ton esprit. C'est la télévision qui a dicté à tout le monde comment il devait penser. C'est d'ailleurs l'une des grandes slogans pour vendre des télévisions dans les années 70, 70, c'était de la conquête spatiale. Comment pouvez-vous être moderne et ne pas regarder dans votre salon des images en direct de la Lune? Vous allez directement acheter une télévision quand vous entendez un slogan pareil. Les gens n'avaient pas du tout l'habitude de la télévision. Ils sont partis directement en transe devant cette boîte à images dans leur salon. Ils allaient quand même au cinéma, mais c'était pas tout à fait la même chose. Elle a pris possession, l'État qui leur parlait, c'était de toute façon, toutes les télévisions au début, c'était des télévisions nationales. C'était quelque chose de l'armée. Et si vous regardez les patentes de la télévision, il y a même des fréquences pour endormir les cerveaux avec des patentes qu'on peut aller consulter sur Internet, qui montrent que la télévision, elle est bien là pour endormir les cerveaux. Faire entrer des idées qui seraient des idées validées. Le monde est beaucoup plus vaste que se restreindre à la télévision. Mais on n'a pas dit que la télévision disait que des conneries. Mais bon. CGI. On ne peut pas se fier, nous, aux images, et eux non plus, si on veut. Il faudrait une alliance où on envoie des ballons, des sondes, avec une participation platiste, globiste, quelque chose retransmis sur Internet, et encore, si on offre des milliards à quelques platistes dont on avait confiance, peut-être ils n'en auront plus rien à foutre de la forme de la Terre. Ça dépendra de tout l'argent qu'ils vont toucher. C'est pour ça qu'à un certain niveau, là, la corruption, dans ce genre de choses, on ne pourrait même pas avoir confiance. Même avec un test avec des platistes qu'on connaît depuis longtemps.
Le platiste, il a ses 1000 vues sur YouTube, tu lui donnes 2-3 milliards, il oublie la forme de la Terre. C'est tous les trucages qu'on peut faire. Évidemment, c'est trop facile. Faire un live en orbite, tu connais le gars qui programme le logiciel, puis c'est bon. Moi, je vais la soirée, puis je fais un live depuis en orbite terrestre. Tout est du CGI. On rajoute ce qu'on veut où on veut. Là, c'est un fusée, et puis le lancement, ça, c'est du CGI. C'est d'ailleurs des images qui sont tellement... des angles de caméra tellement bien faits qu'on voit directement que c'est du CGI. Ils sont obligés, quand il fait que avec du CGI, pour nous faire croire que c'est vrai, ils sont obligés de donner quelque chose d'assez mauvais, sinon on a vraiment de la peine à y croire tellement c'est bien fait. Comme ça, c'est beaucoup trop bien fait. Il faudra le donner moins bien pour que ça soit plausible. Il avance avec des propulsions de fusée qui dans le vide n'est pas possible, puisque dans le vide, on ne pourra prendre appui sur rien. La fusée ne pourra pas avancer dans le vide avec une propulsion pareille. Tout ça, c'est de la fake, c'est du cinéma, c'est des mondes, un monde imaginaire où tous les cinéastes se sont mis d'accord pour suivre. L'espace, c'est comme ça, on suit. Ça, c'est pas des conneries non plus. Quand ils ont été sur la Lune, ils ont ramené des cailloux, soi-disant, et qu'ils ont transmis à des hommes politiciens durant des voyages, avec les compliments de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, J. William Wittendorf II, pour commémorer la visite des Néerlandais de Apollo 11 astronautes, la visite à la Néderlande, les Pays-Bas, Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Et ce caillou-là, c'est simplement du bois fossilisé. C'est de la pierre, c'est du bois fossilisé qu'on trouve sur Terre. Ça n'a rien à voir avec un caillou lunaire qui était indiqué sur la pancarte ici, qui était indiqué pour le cadeau. C'était ça le cadeau, c'était un bout de la Lune. Mais en fait, ils ont donné un bout de bois qui s'est solidifié. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est un fait. Ils sont où les cailloux de la Lune? Ça, c'est pour le platiste qui ne connaît pas d'autres platistes, qui vit parmi des globistes. Il ne prend aucun temps de rejoindre la foule, mais il prend tout de rester seul. De toute façon, celui qui veut s'intéresser, il y aura de la communication et il y aura du dialogue. On parle avec des documents, il faut parler avec des preuves. Et il n'y a pas tout le monde qui s'intéresse à la forme de la Terre dans les globistes. Le globiste qui ne sait même pas qu'il est globiste, il s'intéresse pas du tout. Quand on lui aura exposé, peut-être il va choisir. Il faut une ouverture d'esprit. Ça, c'était une vidéo sur les différents soleils impossibles sur le globe à voir sur la chaîne. La mort, c'est officiel maintenant, le globe, il est mort. Avec tout ce qu'on a on a démontré tout ce qu'on a prouvé. Celui qui s'intéresse, il va comprendre que le globe, il est mort. C'est des visions ici qui sont des visions restreintes du ciel, de l'espace. On ne peut pas imaginer que la Terre serait plate et elle aurait une orbite autour du Soleil. C'est souvent la façon qu'est présentée la Terre plate aux gens. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose. Ça non plus. Là, ce qu'il y a, c'est que les étoiles, ils sont beaucoup plus proches. On garde ici une idée de vide qu'il n'y a plus avec la Terre plate, puisque même le vide est plein.
on n'arrive à aucun moment à un vide. Là, ça serait le soleil et la lune qui passent dessous, c'est pour ça qu'il ferait nuit. Non, ça c'est des histoires de distance, de capacité de vue. À un moment donné, le soleil est trop éloigné pour pouvoir encore briller. C'est toujours la même chose dans l'espace, alors qu'il n'y a pas d'espace. C'est une présentation qui est souvent faite dans le mainstream de la Terre. Ça, on avait déjà vu. C'est reparti encore une fois avec cet article-là. La NASA confirme que le réchauffement climatique est une fraude. Eux, ils ont le droit de parler. L'Antarctique gagne 112 milliards de tonnes de glace par an. Ils pensent qu'il va y avoir un réchauffement avec une approche du soleil, mais pour l'instant, c'est pas l'activité humaine qui a permis à l'Antarctique de gagner 112 milliards de tonnes de glace. Annonce spéciale. Ah, voilà, créé par les gens les plus bêtes sur la Terre, la planète Terre. Voilà. Donc ça, c'est des gens bêtes. On n'a rien dit que c'était comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est grandiose et ça a une logique. Alors, comment ces gens, ces globistes, pourront-ils répondre avec la question qu'on a vue au début, avec ces physiciens qui étaient interpellés sur la différence qu'il y avait entre le vide et le gaz, la différence de pression. Il faut une barrière. Ils étaient d'accord, les physiciens, pour dire que ça n'existait pas s'il n'y avait pas de barrière. C'est à ce moment-là que le platiste est venu pour leur dire « Mais pourquoi votre modèle cosmologique de la Terre est complètement faux, puisqu'il n'y a pas de barrière entre l'atmosphère et le vide dans votre modèle ?» Et là, il avance comme eux le font si bien et toujours l'excuse ou l'alibi de la gravité. Et cette gravité, après, il le coince en disant que la gravité elle est plus forte au sol. Là, il est d'accord. Alors pourquoi le gaz dans une chambre à vide sur la Terre ne peut pas, la gravité ne le retient pas à l'intérieur. Et le scientifique ne savait pas à quoi répondre. Donc, il n'y a rien qui tient avec la gravité. C'est juste des calculs. Il n'y a pas de réalité dans cette gravité. Qui sont donc les plus stupides? Celui qui va poser des questions au physicien, qui prend son temps, une caméra, qui s'intéresse et qui va aller jusqu'au bout des choses et va aller lui parler pour que les gens, le monde, soient informés qu'ils n'ont pas de réponse, ou bien celui qui fait rien, mais qui a la grande gueule. Ça, c'est une carte qui était sortie dans le jeu Illuminati des années 90, un jeu de cartes où beaucoup de choses sont prédites. Là, en tout cas, oui, ce sont des fans de science-fiction, c'est sûr. C'est pas facile to let go of light, de dire non au mensonge. Lui, il a eu toute son enfance des dinosaures autour de lui. Au bout d'un moment, il aime les dinosaures, ça fait partie de sa vie, hein, même si ça n'a plus aucune réalité. Quand on lui dit que c'est la réalité, lui, il est heureux de cette réalité, mais on pourrait lui dire simplement, tu sais, ça c'est tout un imaginaire. La première chose qu'on apprend sur la Terre, c'est que c'est une balle, c'est un programme qui nous est donné en bas âge et qui commence un processus de création, de falsification de la réalité à travers des illusions. Ouais, ça c'est juste. On perd ses sens, on voit que c'est plat,
On a le cœur à imaginer que c'est rond. On vit pas dans l'élément qu'il faut. C'est pas aussi important que se dire qu'on est un poisson et puis qu'on vit dans le désert. Là, c'est la mort assurée, mais on est quand même à côté de son élément complètement naturel. Là, il y a un dysfonctionnement pour se sentir bien qui intervient automatiquement. Le cœur n'est pas en accord avec la réalité. La conspiration, ouais, les calculs, les questions que l'on pose ne sont pas d'accord avec le mainstream, sont trop grosses pour être la vérité. C'est trop gros que la Terre soit plate et que tout le monde dans le mainstream dise qu'elle est ronde. Mais là, les gens qui sont incorporés à ce processus, ils sont pas tous au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Ça vient tellement d'en haut. On a de toute manière affaire à un pays avec des enseignants, des bibliothécaires ou un système universitaire. C'est tous des fonctionnaires qui répondent à un code. On n'a plus vraiment d'humains, ou même les chercheurs, qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant, un chercheur? De toute façon, il est obligé de chercher dans la voie qu'on lui trace, qui correspond à des voies qui ne vont pas trop secouer des soi-disant acquis. Elle était la professeure, elle apprend ce qu'elle croit être juste. Et puis les enfants, ils sont simplement en train de la suivre. Et puis le mensonge se perpétue comme ça, sans que personne, tout le monde est dans la naïveté, dans la joie et la bonne humeur. On peut voir aussi les USA qui n'ont rien continué de bombarder tout au long de leur existence. Je pense qu'il n'y a que 2 ans, ils n'ont pas bombardé. Et quand on regarde le flux américain des médias, c'est toujours les gentils, c'est eux qui donnent la paix et la joie à travers le monde. Il y a une différence entre la réalité et puis ce qui passe par la télévision. Ils ont inventé tout un monde télévisé qu'ils ont vendu à la terre entière. Ils ont, bien sûr que là, ils nous ont préparé à l'Alien Invasion. Ça sera une fausse invasion d'aliens, évidemment. On est déjà en train de dire, avant même que ça a commencé, hein, mais je pense bien que dans les milieux catholiques, c'est bien prévu pour bientôt. Une fausse invasion, ce ne sont pas des extraterrestres. Que ça soit clair, c'est la position là-dessus, alors clair et net, hein, qu'ils soient reptiliens, petits gris, n'importe comment ils vont arriver, ce ne sont pas des gens qui viennent spécialement d'une autre planète, ce sont des démons. Ils ont certainement beaucoup de communication avec des personnalités dans l'ombre, dans les gouvernements. Lui, c'est un convaincu platiste qui offre 500 $ à quiconque peut prouver que les photos de la Terre sont réelles. Il n'y a aucune photo de la Terre sur Google Images, de photos de la Terre dans son intégralité en entière qui sont réelles. C'est tout un assemblage d'images prises par des ballons. Parce qu'il n'y a pas seulement les satellites avec le rebond, il y a aussi les satellites avec les images. Avec un satellite, il n'y aura pas de satellite, mais comment font-ils pour prendre les images du sol comme le Google Earth? Ils envoient des ballons en connaissant les lignes magnétiques, comme le déplacement, et en sachant à peu près dans les mois qui viennent où se trouvera l'engin. C'est ainsi qu'il parle, c'est des orbites magnétiques, non pas des orbites dans le vide. Et donc, il a sorti les pancartes et il cherche à donner ses 500 $ à une personne qui prouverait que les photos sont vraies des extraterrestres. C'était en 2011, prise depuis un avion. C'est une boule en forme d'œuf.
un chien qui creuse sur la Lune. Ça, c'est fait avec du trucage. C'est bien fait, on peut même voir les ombres sont correctes, le chien est correct. Ça, c'est une belle image. On aurait de la peine à dire si c'est vrai ou si c'est faux, si on ne savait pas que le chien devait avoir une combinaison pour l'espace. Mais s'il avait une combinaison dans l'espace, on m'avait dit qu'il y avait eu, par exemple, une semaine avant, une équipe d'astronautes qui aurait atterri ici, puis qui aurait laissé le chien quand il s'était reparti, et puis qu'on m'aurait dit qu'il y avait assez d'oxygène dans la combinaison du chien pour tenir 2 semaines, et puis qu'on m'aurait dit que c'est une caméra fixe et que je le vois en direct, peut-être j'aurais cru. Là, je suis pas tout à fait d'accord parce que de toute manière, les étoiles, à partir d'une dizaine de kilomètres depuis le sol terrestre, il n'y a plus d'étoiles. Vous pouvez même passer. Alors là, je lance le défi à quiconque va prendre l'avion pendant ses vacances et qui a un vol de nuit de regarder s'il voit des étoiles dans le ciel à partir de 10 km, 15 km, à des hauteurs de vol d'avion la nuit, par la fenêtre, il n'y a pas d'étoiles. Bon, mais ça, c'est un point de vue. Admettons que les gens ne sont pas d'accord que les gaz ne permettent plus à cette hauteur de faire apparaître les étoiles. Il y a des personnes qui sont comme ça. L'éclairage de la Lune est quand même importante sur cette photo du bas pour mettre une exposition qui va assombrir le ciel. Donc, c'est pas ce genre d'image que je prends comme preuve. UFO, extraterrestre. Voilà. Je fais un zoom. 2004, 18h44, 25/4, extraterrestre. Tout. Extraterrestre. Non, si, encore. On peut commencer à avoir des dépêches qui confessent qu'il y a des produits qui sont envoyés dans les chemtrails. Les chemtrails qui sont envoyés depuis au moins 15-20 ans maintenant. Et il y a encore des gens qui nient le fait que ils pensent que c'est de la condensation et que ce ne sont pas des produits chimiques. Même aux informations, on a eu dans le 20h de TF1 une fois Evelyne Delia qui nous avait dit que c'était pour faire réfléchir le soleil, pour qu'il fasse moins chaud. Il y a même eu des déclarations qui ont été faites une fois. On ne va pas faire des déclarations 10 000 fois. Quand on fait la déclaration une fois, il faut la choper. Nous, on l'a chopée puis on l'a transmise. Il y a des choses qui sont faites avec le climat depuis au moins 15 ans. Ils ont mis un nouveau télescope web. Ils en parlent partout. Et là, c'est 2 images composées de 2 télescopes différents. Hubble et puis Webb. Imaginez à quelle précision il faut pour pouvoir superposer ces 2 images. Exactement les mêmes images. Tout est exactement la même chose. La précision qu'il faut à des distances de milliards de kilomètres pour pouvoir prendre une image exactement la même. Ils font un effet cheap là, un petit effet gadget chinois. Il y a un télescope qui fait apparaître plus certains aspects, d'autres aspects. Ils superposent, ils font un GIF, et puis c'est comme un sapin de Noël qui s'allume. Ils avaient la vision, celle-ci avec Hubble. Ensuite, ils ont leur nouveau avec Webb, ils ont cette nouvelle vision. Mais quel est l'ajout? Qu'est-ce que ça nous rapporte en plus? La vision était parfaite auparavant. C'est une superposition d'images, de l'argent jeté par la fenêtre. Ici, c'est le câblage qu'il y a partout à travers les différents continents pour alimenter l'Internet, les données.
à des vitesses de malade, et ça marche depuis un moment et ça marche bien. Même s'il y en a des fois qui sont sectionnés, le message qui devait passer par tel côté, il va passer par l'autre côté. Ça se transmet à des vitesses phénoménales. On peut faire le tour de la planisphère très rapidement. Les chaleurs qui augmentent aussi, qui est due à un soleil qui doit s'abaisser. Et il y aura effectivement un réchauffement climatique qui pourra commencer à devenir pénible pour l'agriculture et puis pour nous aussi, final. Ok, des chaleurs. Ah, c'est fini. Voilà les gars, je crois que c'était pas mal, on a vu pas mal de choses, on a vu les ondes qui sont transmises à travers l'Atlantique, on a vu différents scientifiques qui se sont exprimés à propos de la gravité, qui se sont plantés dans des questions de platistes qui ont été des questions rapides, c'est-à-dire que quand on voit un physicien comme ça, qui a une renommée internationale et qui va avoir un impact sur Internet, on a peu de temps pour lui poser une question, et la question qui avait été posée avec la différence de pression qu'il y a entre le vide et l'atmosphère n'était pas un modèle valable, n'a pas eu de réponse de la part de ces deux personnalités. C'est très important, c'est une grande victoire. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live. Je suis sur la chaîne de secours parce que l'autre a été striké pour une semaine. Vous pouvez voir la vidéo qui a été strikée sur YouTube, vous pouvez la voir sur Odyssée, sur la chaîne nouvelle de la Terre plate. Allez, bye platistes, globistes et autres sceptiques curieux.